Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Isabelle de Vous Financer qui vient nous parler du contexte de taux et notamment nous donner des bons conseils sur les meilleures manières de financer des profils un peu tendus ou atypiques. Merci Isabelle d'être là. Merci à vous, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Donc l'idée, c'est, on sait que la capacité à financer les acquisitions des clients en ce moment est vraiment cruciale. Et donc, ça nous semblait intéressant d'explorer les pistes, pas forcément très connues ou traditionnelles, qui sont accessibles. Et c'est pour ça qu'on a demandé à une experte de venir partager ses bons conseils sur ce sujet. Donc, Isabelle, je te laisse la main. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On les prendra au fur et à mesure, je lui relayerai. Parfait. Eh bien, merci à tous de vous être connectés. Alors effectivement, le contexte est un peu compliqué en ce moment. Donc, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais l'idée, c'est de pouvoir donc attaquer et de faire un petit point un peu macro, de voir que, bien sûr, nous sommes des optimistes et que, bien entendu, il y a des raisons d'espérer. Et puis, quelles solutions on peut quand même encore trouver pour vos profils d'emprunteurs investisseurs. Et donc, on viendra dans le détail après des solutions. Sur le point macro, donc pour tout ce qui est contexte de taux, donc là, donc il y a eu une forte remontée des taux de près de 0,7, donc en moyenne depuis le début de l'année. On monte jusqu'à plus de 1 pour certaines banques. On revient finalement à un marché qu'on a connu en 2017, donc qui n'est pas si vieux que ça, avec des taux moyens, donc là sur octobre 2022, qui dépassaient donc les 2 points sur 25 ans. Alors, pourquoi une telle hausse, hein? Donc, encore une fois, vous êtes tous, j'imagine, bien conscients de ce qui se passe en ce moment. Donc, la guerre en Ukraine, l'inflation, l'énergie. Donc là, en août, on était un peu moins de 6, on les a dépassés depuis en inflation, mais la France reste quand même un des pays d'Europe, le pays d'Europe d'ailleurs avec le taux le plus faible. Ça a comme incidence quoi? Tout simplement un durcissement de la politique donc de la BCE avec l'augmentation la successive de ces taux directeurs. Forcément, ça crée une flambée aussi sur les taux d'emprunt d'État. Et donc, le constat aujourd'hui, c'est qu'on revient à un niveau de 2011 pour tout ce qui est taux de refinancement et au niveau de 2014 pour donc tous les taux d'emprunt d'État, quand les taux d'ailleurs étaient supérieurs à 3%. Donc, la problématique majeure aujourd'hui, donc effectivement, les taux augmentent. On peut se dire que ce ne serait pas forcément le plus gros problème si les taux remontaient, mais que le taux d'usure, qui est finalement un taux maximum au-delà desquels les banques ne peuvent pas prêter, évoluer aussi rapidement. Aujourd'hui, on est face à un effet ciseau qui bloque le marché, puisque pour votre information, les banques aujourd'hui se refinancent à plus de 4, voire 4,5, quand aujourd'hui le taux d'usure max sur 25 ans est à 3,05. Bon, forcément, ça ne les incite pas à prêter comme toute entreprise. Se lever ce matin et se dire que quand je vais faire un crédit, je vais perdre de l'argent, forcément, on n'est pas, on n'est pas super OK pour ça. Le marché reste quand même résilient sur la production de nouveaux crédits par mois. On peut voir que le marché reste quand même dynamique. Donc là, bon, c'est arrêté à juillet 2022, quelques baisses encore. Ceci étant, on a pu solutionner quelques dossiers là avec la hausse du mois d'octobre, mais c'est vrai que pour le moment, les chiffres sont encore bons et on se dit que ces chiffres, cette baisse ne serait pas forcément durable puisque mathématiquement, à un moment donné, cette problématique de taux d'usure disparaîtra, puisque on évalue sur le premier semestre de l'année prochaine
finalement une stagnation des taux de refinancement et mécaniquement un taux d'usure qui passera au-dessus de la courbe. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons qu'on espère les bonnes perspectives. Pourquoi ? Parce que la hausse de taux, finalement, que l'on connaît, c'est presque ça qui est normal dans l'absolu. Il faut quand même se rappeler que financer à moins de 1%, c'était du jamais vu et finalement, c'est ça qui n'était pas normal. Aujourd'hui, revenir sur des taux d'emprunt à 3, voire 4, et aller, soyons fous, même jusque 5, finalement, ce sont des situations que l'on a connues par le passé et qui étaient, je dirais, dans quelque chose de normal. Si on peut faire un petit parallèle avec, effectivement, la production de nouveaux crédits, on voit finalement, encore une fois, on reprend l'année de référence 2017, mais on était, en termes de taux, à des taux similaires à ce qu'on a aujourd'hui, ce qui n'empêchait pas effectivement une belle production de crédit à l'époque. Mais la différence notable avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que quand le taux moyen était à 2 sur 20 ans, un peu moins de 2, on était à un taux d'usure à plus de 3. Donc forcément, on a aujourd'hui des différences. Il n'y a pas que le taux qui compte, ça c'est vrai, c'est que le nombre de logements anciens en France continue à être sur une dynamique importante. Alors c'est vrai que beaucoup d'agents immobiliers aujourd'hui s'inquiètent un peu plus. Nous, ce qu'on peut vous dire, après échange avec pas mal de professionnels, c'est que finalement, là, aujourd'hui, la problématique, elle est clairement liée à ce taux d'usure plus qu'à la demande. Puisque la source de clients, des gens qui cherchent à se loger et même investir est toujours très importante et c'est presque ça qui est le plus rageant, c'est que des clients on en a parce que les gens ont besoin de se loger, on manque cruellement de logements en France, donc aujourd'hui la source elle est bien présente, donc forcément, avec la hausse des taux, il y a une partie malheureusement de la population qui va être un peu écartée de l'accession. Sur l'investisseur, on est moins impacté par la hausse parce qu'en règle générale, nous sommes sur des personnes qui ont des revenus qui permettent quand même de supporter cette hausse. Mais aujourd'hui, voilà, le marché, il se rétracte un peu. Il y a des zones où clairement, il y aura plus de complications, mais dans les zones tendues, le besoin de logement, il est quand même très présent et le marché, il est toujours dynamique. Alors, je ne sais pas, n'hésitez pas, Mathieu, s'il y a des questions, comme tu ne vois pas. Non, pour l'instant, pas de questions, mais n'hésitez pas effectivement parce que là, on a fait une première partie sur le contexte de taux et les perspectives qu'on peut imaginer, hein, donc de hausse qui vont continuer sur les taux et de ralentissement de cette croissance qui va permettre d'avoir un taux d'usure qui gêne plus la production des banques. Donc toi, tu le vois à l'horizon fin de premier semestre de l'année prochaine, c'est ça? Alors, peut-être un peu avant. En fait, là, les estimations, elles sont que d'avoir, alors s'il n'y a pas de geste exceptionnel du gouvernement, s'il n'y a pas de recalcul exceptionnel du taux d'usure ou pas de modification sur les normes HCSF, on estime d'une augmentation du taux d'usure là au 1er janvier entre 0,5 et 0,7. Ça paraît beaucoup, sauf qu'on sait, quand je vous dis qu'elles se refinancent les banques à 4,5, on n'y est pas encore. Donc, on peut imaginer que comme là, pour octobre, on ait un petit délai pour souffler, mais qui sera de courte durée, puisque les banques, elles vont tout de suite forcément réaugmenter leur taux pour recoller. Pour reconstituer un peu de marge. Alors, ce qui est un peu plus positif par rapport au mois d'octobre en début d'année, c'est que malgré tout, toutes les banques, elles vont repartir sur une année neuve en termes d'objectifs.
même si on peut imaginer que la plupart restreignent un peu leur production de crédit en 2023 par rapport à cette année, elles restent quand même dans une logique toujours de conquête. Il y a même une banque qui clairement affiche vouloir gagner des parts de marché via le crédit et qui est assez dynamique. Et donc, on peut espérer malgré tout peut-être un petit temps un peu plus calme ou en tout cas sur lequel on pourra faire passer un peu plus de dossiers parce que malgré tout, il y a des objectifs qui vont être nouveaux et l'immobilier est un temps long et plus on démarre tard, plus il est compliqué de remplir les objectifs. Du coup, on estime qu'en début d'année, on commencera à avoir une stagnation, finalement, une stabilisation des taux directeurs. Donc, ce que l'ensemble aujourd'hui de nos partenaires banquiers disent, c'est que concrètement, à la prochaine modification du taux d'usure du mois d'avril, on devrait pouvoir cette fois-ci être enfin avec une courbe qui ne se croise plus, et ce qui permettrait du coup de repartir. Donc ça, c'est… Alors encore une fois, il n'y en a pas de boule de cristal, c'est vraiment les estimations de tous les économistes et tous les financiers de nos partenaires. Associés à ça, pareil, à un début aussi de frein d'inflation de l'énergie. Enfin voilà, donc tout ça successivement mis bout à bout devrait effectivement restabiliser le marché et surtout ne plus être bloquant pour le taux d'usure. Donc ça, ce sont des choses qu'on regarde de près en sachant que si ces prévisions s'avèrent justes, le marché va repartir très vite. Puisque, comme je vous le disais, la plupart des établissements bancaires traditionnels, même s'il n'y a pas de volonté forcément accrue de conquérir des parts de marché complémentaires, elles veulent garder leur maintien de marché. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les banques, elles font de la conquête parce que tout ce qu'elles récupèrent comme nouveaux clients par an, c'est quasiment autant qui partent. Donc, elles sont pour la plupart dans une logique de maintien de parts de marché, mais ça passe automatiquement donc par la conquête et notamment par la prescription. Et ensuite, vous avez quand même aujourd'hui, et je pense notamment à un acteur national qui, lui, est dans une volonté un peu différente parce que étant récent sur le marché, lui, il a une vraie volonté de conquête de parts de marché bien au-delà de ce qu'il pourrait perdre comme client. Et donc, on sait à l'avance que la reprise, elle sera dure et elle sera plutôt agressive, je pense même en termes de taux. Voilà. Donc ça ira beaucoup plus vite que ce fin de premier semestre que je disais, donc c'est plutôt début d'année avec cette relance liée aux objectifs annuels de toutes les banques, y compris de nouveaux entrants, et avril pour une consolidation avec le nouveau taux d'usure qui sera émis à ce moment-là. Didier a une question sur les risques clients acceptés ou non par les banques. Est-ce qu'il y a un peu plus de contraintes sur ce sujet, notamment un zoom sur les primo-accédants? Alors, à ce stade, il n'y a pas plus de contraintes que les contraintes HCSF. Je sais qu'il y a quelques discussions sur justement peut-être une révision de ces normes. C'est vrai que le 35%, c'est une hérésie, notamment pour les investisseurs. Donc, est-ce que il y aura quelque chose de fait à ce niveau-là? Je ne sais pas. En tout cas, c'est quand même dans les tuyaux. Aujourd'hui, non, il n'y a pas plus de contraintes. On a déjà en fait suffisamment de contraintes avec ce taux d'usure qui bloque même des profils qui rencontrent qui remplissent tous les critères d'octroi aujourd'hui. Donc, vraiment. Au-delà des contraintes du HCSF, est-ce que les banques elles-mêmes ne privilégient pas des bons risques en excluant des primo-accédants de l'acceptation des dossiers qu'elles prennent? Alors, effectivement, dans un cadre où aujourd'hui, quand elles prêtent, plus que jamais, elles perdent de l'argent, elles vont plutôt effectivement privilégier des profils plutôt plus, pour lesquels ils vont pouvoir derrière se rattraper sur les comptes à vue, les mouvements.
C'est d'ailleurs tout l'intérêt pour elles de capter de la clientèle avec de la domiciliation. C'est sur ça beaucoup qu'elles se rattrapent et sur l'assurance qui est forcément point central. Donc oui, aujourd'hui, c'est vrai que les banques traditionnelles, elles veulent tous le même profil. Bon, bah, la réalité, c'est que c'est quand même pas possible. Donc, je dirais pas qu'elles sont plus exigeantes que ce qu'elles ont pu l'être en début d'année. Elles sélectionnent forcément un peu plus. Elles sélectionnent, mais même pas forcément après sur des profils avec des gros montants, parce qu'aujourd'hui, plus elles font des prêts importants, plus il y a autant de ressources à mettre en face. Donc même aujourd'hui, on peut être limité sur des montants d'emprunt. Donc non, c'est vraiment atypique. Hein. Ce qu'on vit clairement, il n'y a pas une volonté, je pense, de vouloir être plus dur. C'est qu'aujourd'hui, le risque engrangé, finalement, c'est même pas une question de risque, c'est vraiment une question là purement de rentabilité. Et pour le coup, effectivement, on peut penser qu'un profil plus soit un peu plus rentable pour elles dans une conjoncture où elles ne le sont pas, quoi, en fait. Okay. Anthony a une question sur les normes HCSF, un peu technique. Elle s'applique pour les particuliers. Est-ce que ça s'applique de la même façon pour les SCI ou les SARL de famille? Alors non, c'est uniquement pour les particuliers dans le cadre IMO classique. Donc personne physique. Dès lors qu'on passe sur du pro, on n'est plus soumis aux normes du HCSF. D'ailleurs, une des solutions. Effectivement. Donc voilà, pour tout ce qui est aujourd'hui contexte marché. Du coup, si je passe sur les solutions pour les investisseurs. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la pierre, ça reste encore et toujours une valeur refuge. Donc ça, c'est une vérité, c'est avéré. Voilà, même dans des situations, je dirais, tendues, les gens spontanément ont tendance à se tourner vers la pierre. Le problème, on l'a vu, c'est que l'accès au crédit est plus difficile et ça a notamment fait baisser la part des investisseurs en 2 ans de 25 à 15%, notamment à cause de ces règles du HCSF. C'est pas tant le marché en 2 ans. En 2 ans, on empruntait encore en dessous de 1. Là, on est vraiment sur les conditions liées effectivement à ces 35%. Qui sont assez aberrantes et l'arrêt du différentiel qui sont assez aberrants quand on parle d'investisseurs. Donc, c'est ce que je vous disais. Et alors, il y a quand même aussi effectivement à mettre en parallèle le fait que les clients investisseurs sont moins des clients qui intéressent les banques pour les raisons que je vous ai évoquées. C'est que majoritairement, sur des clients investisseurs, les banques arrive plus difficilement à capter la relation avec l'investisseur parce qu'il a déjà sa propre banque, parce qu'il a, en règle générale, il est déjà propriétaire de sa résidence principale, voire il a même d'autres déjà biens locatifs. Et du coup, pouvoir avoir la relation de ce client qui potentiellement n'habite même pas à l'endroit où il va faire son opération est très compliqué. Aujourd'hui, au vu des conditions de marché, les banques, alors peut-être ça va évoluer du coup avec la hausse des taux, mais quand les banques, elles prêtaient à moins de 1%, finalement, elles ne gagnaient quand même pas grand-chose. Alors, elles n'étaient pas à perte comme aujourd'hui, elles se rattrapaient sur l'assurance, mais derrière, encore une fois, ce qu'il faut avoir en tête, ce qui compte pour elles, c'est récupérer la relation et notamment la domiciliation des comptes avec les flux. Donc, forcément, l'investisseur les intéresse un peu moins si on n'arrive pas à capter ces flux. Les solutions. Alors, je vous rassure, il y a quand même des solutions, et même encore aujourd'hui. Donc déjà, malgré tout, l'avantage, et vu en plus notre organisation chez vous financée, donc nous, on a un réseau avec uniquement des indépendants partout en France, donc et chaque franchisé porte ses conventions. Donc c'est vrai que la proximité qu'on peut avoir avec les partenaires en local nous permet finalement de pouvoir faire aujourd'hui encore passer des dossiers qui ne prendraient pas forcément sur le papier, mais parce que nos relations nous permettent aujourd'hui
et avec le volume de dossiers qu'on leur transmet, de pouvoir de temps en temps effectivement faire passer des dossiers qui rentrent moins dans les critères. Donc ça, c'est quand même des choses qu'on peut toujours faire aujourd'hui. Dans cette vision globale des banques avec lesquelles nous travaillons, bien sûr qu'on va aussi privilégier les banques qui sont un peu plus généreuses, je dirais, pour les investisseurs, notamment sur la part des loyers qui sont pris en compte. On a même une banque qui peut prendre jusqu'à 100% des loyers existants au futur. Donc forcément, on va pouvoir regarder dans sa globalité, ce qui nous permettra de faire passer au mieux le dossier. Dans les solutions, après je vais rentrer un peu dans le détail, on aura bien sûr tout ce qui est emprunt via société, puisque comme indiqué, là on va sortir des recommandations du HCSF, puisqu'on va passer sur la partie pro. Donc on va voir qu'il y a quand même des choses à respecter, puisque toutes les banques ne considèrent pas forcément une SCI comme étant du pro. Donc ça, il faut voir les différentes façons. C'est ce que fait remarquer Christophe, ouais. qui nous parlait de ça justement pour le Crédit Agricole. Oui, en fait, alors la règle normalement, c'est que est considéré comme SCI Pro uniquement des SCI où on a finalement à l'intérieur que du bien locatif, où c'est vraiment une destination locative. En tout cas, il faut que les biens qui sont détenus par la SCI ne profitent à aucune des cautions. C'est normalement ça qui fait qu'on passe sur du pro. Donc, en fonction des établissements, notamment des fois dans les SCI, il y a une RS, il y a une RP, il y a ce genre de choses, les enfants qui sont mineurs. Donc, tout ça, en fonction des banques, effectivement, peuvent considérer que ça reste de l'IMO classique et auquel cas, on est soumis au reco. Je vous parle quand même du regroupement de crédit. Alors, là, je vais vous en parler. C'est plus compliqué aujourd'hui parce que là, sur le regroupement de crédit, notamment regroupement de crédit avec projet immobilier, on rencontre aussi les contraintes de taux d'usure. Mais je vous le dis parce que c'est des choses là on l'a vu, cette situation ne va pas durer. Donc, on peut imaginer que dans les quelques mois à venir, on puisse retrouver ces solutions. Et puis également, tout ce qui va être crédit hypothécaire, comment on peut, avec des gens qui ont déjà du patrimoine, libérer du cash pour les aider à continuer à constituer leur patrimoine. Alors, sur les financements en société, aujourd'hui, donc, comme on l'a dit, dès lors qu'on est en société et que la banque considère qu'on est bien sur de la SCI ou SARL ou SA même, ou SAS en pro, on sort du coup des contraintes du HCSF et on n'est plus soumis au taux d'usure de l'IMO, mais au taux d'usure pro, donc on est large en termes de taux. Aujourd'hui, on peut faire du locatif en finançant un bien sur 25 ans en SCI à l'IR. Donc ça, c'est des choses qu'on peut encore faire aujourd'hui en sortant donc des contraintes. On regarde, comme on est en SCI à l'IR et que du coup, là, les patrimoines sont confondus entre personnes physiques et la SCI, on va regarder bien sûr le taux d'endettement avant projet, bien sûr le nombre d'encours. Et là, pour le coup, comme les patrimoines sont quand même confondus, on reste à un calcul de taux d'effort à 35. Ceci étant, on arrive, comme on n'est pas soumis au taux d'usure, finalement, quelqu'un qui voulait acheter en personne physique simple, aujourd'hui, il va être limité et encore, il faut qu'il soit en bonne santé, pas trop âgé, etc. Mais on va faire du max 15 ans parce que sinon, on explose le taux d'usure. Là, aujourd'hui, cette même personne, une personne, je dirais, qui, même si elle a des réponses positives dans son QS de santé ou qu'encore elle est un peu plus âgée, de fait de passer par la SCI, elle pourra aller plus loin sur la durée et passer sur 25 ans. Là, la solution qu'on vous propose, elle demande à respecter deux conditions. Bien entendu, de financer des biens qui sont uniquement en France métropolitaine. Malheureusement, le partenaire avec lequel on travaille ne sait pas
gérer les dossiers de TNS. Et donc, ça ne s'adresse qu'uniquement qu'à des salariés retraités, ça peut être des rentiers, hein, donc des gens qui ont déjà pas mal de patrimoine et qui veulent continuer, ou en TNS, ils veulent bien, mais jusqu'à de la prof libre. Après, pour tout ce qui est chef d'entreprise, c'est plus compliqué. Ceci étant, ça ne veut pas dire que le chef d'entreprise ne peut pas être dans la SCI. Il peut en faire partie. Par contre, il ne sera pas retenu pour le calcul justement de l'endettement, du taux d'effort. Ces revenus ne pourront pas être pris en considération. Sur ce montage-là, on a aujourd'hui sous condition la capacité d'aller faire encore du 110%. Et pourquoi je mets principalement ce partenaire en avant, c'est que ce partenaire aujourd'hui ne fait pas de domiciliation bancaire et on sait que, encore une fois, c'est un avantage fort pour les investisseurs. Comparé aux normes HCSF, donc c'est le taux d'endettement qui est à 35% max pour les particuliers. Ouais. Et là, on peut être à 50%, c'est ça? C'est quoi la différence entre le taux d'effort et le taux d'endettement, pour être clair sur ce point-là? Peut-être le taux d'endettement avant projet, on va calculer, ça se ressemble un peu, mais si tu veux, on va définir que entre ses charges et ses revenus actuels, il ne dépasse pas les 50%. Par contre, après l'opération, il faut qu'avec la charge future et les loyers qui va rentrer, on revienne à un endettement global à 35%. Donc, mais c'est pas la même chose que pour les particuliers, ça? Alors non, oui et non, parce que dans le sens où là, sur de la SCI à l'IR, c'est un peu, alors c'est là où c'est un peu, on est à la limite des deux, parce que ce partenaire, il considère que la SCI à l'IR en question, elle est sur du pro, donc il nous embête pas sur le taux d'usure. Donc là, on est à des taux, où on est bloqué. En revanche, comme on est sur du patrimoine confondu entre personnes physiques, parce que la SCI et l'IR, là, on est vraiment miroir, pour le coup, ils continuent quand même à vouloir respecter un taux d'endettement après opération qui soit contenu. D'accord. Donc, en fait, c'est les mêmes normes HCSF qui vont s'appliquer finalement, sauf qu'il n'y a pas cette notion de taux d'usure. De taux d'usure, oui, Ok, donc si vous avez un dossier qui ne passe pas à cause spécifiquement du taux d'usure, c'est une solution tout à fait adaptée pourvu que l'opération respecte les 35% d'endettement. C'est ça. Il y a une autre solution, toujours avec ce même partenaire, donc encore une fois, toujours pas de domiciliation bancaire, où là, on sort de la SCI à l'IR, on passe en SCI à l'IS, en SARL de famille, en SA, ce qu'on veut. Donc là, on est vraiment dans une société à but donc de gestion locative. Donc d'ailleurs, une des conditions, c'est que le code NAF de l'entreprise, de la société, elle soit plutôt à destination de location de biens immo. Il y a quelques autres codes NAF qui viennent s'associer, mais voilà, la ligne, elle est plutôt celle-ci. Là, on est sur quelque chose qui, du coup, comme j'indiquais avant, là, on est vraiment sur des patrimoines qui sont distincts. Hein, donc, entre SCI, LIS et moi, perso. Du coup, là, l'avantage, c'est que le partenaire ne calcule plus l'endettement après l'opération. Donc là, on est vraiment dans le pur pro avec le vrai retrait de la contrainte HCSF. Par contre, le partenaire, il met quelques conditions. C'est-à-dire que comme on est dans une société qui a vraiment à but de constituer du patrimoine, hein, vraiment là, on est sur cet objectif premier, il va demander quelques conditions. Là, vraiment, on est face à des investisseurs qui veulent mettre en place du patrimoine, qui potentiellement veulent, bien sûr, comme beaucoup d'investisseurs, avoir le moins d'impôts à payer. Donc ça répond aussi à ça. Et surtout, avoir le moins d'efforts à faire tous les mois par rapport à leur projet. Idéalement, l'investisseur, il veut pas payer d'impôts, il veut pas mettre d'argent sur la table, et il veut que tout s'autofinance. Si je résume, c'est un peu ça. Du coup, via cette solution, en SCI à l'IS, je vais m'arrêter là, mais c'est pareil pour les SARL ou les SA. L'objet, c'est qu'à terme de l'opération, la société doit détenir à minima 2 biens locatifs.
Donc, il y a plusieurs options. Soit cette société, elle existe déjà, il y a déjà des biens et auquel cas, je fais racheter un autre bien à mon client et je l'intègre dans ma SCI. Soit le client, il n'a pas du tout de SCI. On a des solutions aussi pour faire de la création de SCI très simplifiée, mais c'est possible. Et dans ce cas-là, on fait créer la société en même temps que l'acquisition. Et plutôt que de lui faire acheter un bien, on lui en fait acheter du coup deux. Il faut que la SCI, elle dégage un cash flow positif. Donc là, sur les loyers qui sont retenus, on retient donc 85% des loyers bruts hors charge et on retire ces loyers de l'échéance de prêt. Donc il faut que 85% de l'ensemble de mes loyers de la SCI moins mes prêts soit à minima de plus 1 euro. Et à partir de là, on est en cash flow positif. Et là, on est en projection, hein, on est en projet de mise en location, donc il faut une attestation de loyer par un gestionnaire locatif, par exemple, c'est ça? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Donc ça, il faut automatiquement, effectivement, soit vous achetez un bien qui est déjà loué, et auquel cas, il nous faut le bail, soit il n'est pas encore loué et il faut une attestation. Donc, ça veut dire que si je suis un client, je crée ma SCI, j'achète deux biens, il faut que les deux biens, les loyers des deux biens, moins ma charge de crédit, soient à minima positif de 1 euro pour que ça rentre. Si j'ai une SCI qui est déjà constituée avec déjà des biens et que du coup, je ne rachète qu'un seul bien, si pour cette opération, mon cash flow, il n'est pas positif, c'est pas grave parce qu'on fera le calcul du global. Donc, on reprendra aussi les loyers existants et c'est vraiment un cash flow global qu'on calculera. C'est OK? C'est clair. Du coup, malheureusement, c'est comme c'est le même partenaire, toujours pas de TNS, hormis Proflib. Encore une fois, mon TNS, il peut être dans la SCI, mais de la même façon, il ne pourra pas dépasser les 25% dans la SCI parce qu'il ne pourra pas être considéré comme caution éligible, ce qui n'empêchera pas à terme, après avoir fait l'opération, rechanger ses parts, mais en tout cas, il ne pourra pas être pris en compte à la base et ses revenus non plus et son patrimoine pour ce partenaire, en tout cas pour constituer le dossier. Donc là, il faut respecter avant projet, donc les cautions doivent respecter avant projet un taux d'endettement inférieur à 40%. Donc on fait le bilan aujourd'hui de ce qu'elles ont et on vérifie qu'elles sont à moins de 40%. Et une autre des conditions, c'est que chaque caution doit disposer d'un patrimoine net qui soit supérieur à 5 annuités de prêt. Alors, je vous donne un exemple. Mon prêt, c'est 1 000 euros par mois. Donc, 1 000 euros fois 60, 60 mois pour faire 5 ans. Donc, 60 000 euros. Il faut que ma caution, elle dispose soit là déjà de l'immobilier, et même s'il y a du capital restant dû dessus, j'ai un bien à 200 000, il me reste 100 000, eh bien, ça veut dire que j'ai un patrimoine immobilier net de 100 000. Donc là, pour le coup, ça, c'est bon. La condition est remplie. J'ai une assurance vie où j'ai 100 000 dessus. Pareil, ça fonctionne. Et on peut additionner le patrimoine immobilier du patrimoine mobilier. Donc ça, pas de souci. Quand on parle de caution et que là, on est face à un couple, par exemple, on ne demande pas les 5 annuités pour chacune des personnes. Là, on va raisonner couple, qu'ils soient mariés ou pas. Il faut qu'ils vivent ensemble. Donc, même en concubinage, ça fonctionne. Et nouvelle qui nous est arrivée il n'y a pas longtemps, si avant l'opération, une de mes cautions est à un endettement inférieur à 35%, eh bien, dans ces cas-là, cette condition de patrimoine net n'est même pas à remplir. Donc ça peut intéresser des locataires, par exemple, puisque ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce partenaire n'est pas embêté pour financer des locataires, chose qui est plus difficile aujourd'hui en banque traditionnelle. Mais là, très clairement, dans certaines régions, beaucoup de gens font le choix d'être locataires parce que sinon, ils ne pourraient pas accéder à la propriété dans le lieu où ils vivent. Donc, des fois, ça peut être des choix, mais ça n'empêche que ces personnes veulent quand même être propriétaires par ailleurs. Et donc là, on peut tout à fait l'envisager. Donc, c'est vrai qu'avoir 5 annuités de prêt quand on est locataire, ça sous-entend que si on n'a pas d'immobilier ailleurs,
c'est forcément de la trésor, ça peut être une condition qui peut être un peu plus dure à remplir. Donc là, si aujourd'hui, il n'a pas d'autres prêts en cours et que son loyer, par rapport à ses revenus, l'amène à un endettement inférieur à 35%, on peut se dire qu'il n'a pas à justifier du coût de ce patrimoine. Cette solution, gros avantage, et cette fois-ci sans condition, permet un financement jusqu'à 110% et toujours sur une durée de 25 ans. L'avantage de ce type de crédit en société, donc c'est qu'on va lisser sur 25 ans, donc on va aller chercher une plus petite mensualité, forcément qu'aujourd'hui des banques traditionnelles qui sont majoritairement sur 15 ou 20 ans, voire 15 même, préfèrent 15 ou 20 ans. L'idée du coup, comme on est en cash flow positif, c'est que forcément mon loyer va couvrir mon crédit. Et bien entendu, vous allez pouvoir donc déduire de l'imposition de la société la taxe foncière, toutes les charges, les intérêts d'emprunt. Et en plus, le fait d'être en SCI à l'IS vous permet de pouvoir procéder à l'amortissement comptable du bien par an et finalement ne pas être imposable sur le patrimoine que vous allez constituer. Pour nos partenaires, on voit ça comme une vraie opportunité parce que ça permet finalement pour un client et d'ailleurs on a une agence qui s'est vraiment spécialisée dans ce produit et c'est vrai qu'elle a des clients qui l'appellent pour le financement d'un locatif. Il arrive à transformer finalement ce projet plutôt standard qui serait passé sur 20 ans en banque traditionnelle, sur lequel il avait un taux d'effort, il avait un effort à faire peut-être plus important, etc. Eh bien, à basculer sur cette solution. L'avantage, c'est que pour un partenaire IMO, eh bien, du coup, ça fait vendre un bien de plus. Donc ça se regarde également. Alors après, il faut respecter nos conditions de cash flow, toujours. Et puis, pour vous, gestionnaire patrimoine, si votre client il a de la collecte chez vous, ça peut potentiellement éviter qu'elle soit décollectée parce que les banques traditionnelles en locatif, c'est rare qu'elles fassent du 110%. Donc, en règle générale, on va demander à minima l'apport des frais, voire 10% complémentaires. Donc, forcément, ça va générer d'aller chercher du cash où il est. Et potentiellement, comme via ce procédé, on n'a pas vraiment d'effort à faire, ça peut être la proposition même d'un nouveau contrat d'assurance pour finalement soit mettre la différence de gains entre ce qu'il perçoit et ce qu'il doit, soit lui, si dans son business model, il avait prévu effectivement cette partie, continuer à diversifier finalement son patrimoine d'une autre façon. Mais si vous êtes intéressé par avoir plus de détails sur la SCI ou les CRL de famille, je vous mets le lien de notre chaîne YouTube où on a fait un zoom sur chacun de ces points-là. Donc, vous pouvez aller voir pour trouver les replays sur ces sujets. Il est vraiment très détaillé sur notamment la SCI. Donc, vous aurez toutes les infos nécessaires pour bien comprendre SCI à l'IS, à l'IR, etc. Super. Alors, une autre des solutions. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de regroupement de crédit. Nous, on en fait bien sûr du regroupement de crédit, du RAC, comme on l'appelle. Mais c'est vrai qu'on a une volonté depuis début d'année de vraiment se tourner plutôt sur le RAC à projet. Alors, bien sûr, du regroupement de crédit, ça peut aussi... on pense spontanément à des gens qui sont surendettés et qui ont besoin de retrouver un peu de souffle. Bien sûr qu'il y en a, mais on a vraiment, chez Vous Financer, la volonté d'aller chercher plutôt du RAC à projet. Et du coup, on s'est dit, si on parle de RAC, ça a quand même une connotation qui n'est pas très jolie. Du coup, trouvons un autre terme et on va parler du coup pour ces RAC à projet plutôt de consolidation patrimoniale. Bien mieux. C'est plus joli. C'est beaucoup mieux.
Voilà, donc c'est du rack avec des paillettes autour, voilà, mais finalement, on y fait la même chose, sauf que en termes de discussion avec un client, notamment un investisseur, voilà, ça a quand même une autre tête et ça permet voilà, de rester toujours sur un discours, encore une fois, à vocation patrimoniale. Donc ça, c'est important. Ceci étant, donc, on est quand même sur cette proposition, finalement, qui permet aujourd'hui de pouvoir financer un nouveau projet. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse dans le regroupement de crédit, c'est comment aujourd'hui je peux finalement, parce que je suis bloquée par le HCSF, là clairement l'exemple que je vous ai mis, c'est ça, comment je peux contourner avec ce regroupement de crédit qui va me permettre finalement de pouvoir opérer un nouvel investissement. Donc là, je vous ai mis un exemple très simple. C'est un couple, 5 000 euros de revenus, sont propriétaires aujourd'hui de leur résidence principale. Il leur reste plus de 50 000 euros sur une durée encore de 5 ans et ils payent 1 500 euros par mois. Aujourd'hui, ils ont un taux d'endettement à 30. Ils ont comme projet d'acquérir une nouvelle résidence principale, 400 000 euros sur 25 ans. Et puis, finalement, ils ont fait estimer leur résidence principale actuelle et il s'avère qu'elle est plutôt bien valorisée par rapport à ce qu'ils l'ont acheté et qu'elle peut se louer proprement. Et du coup, ils ne veulent pas la vendre finalement, ils veulent la garder, la mettre en location. Donc là, on part sur une valorisation à 300 000 avec des loyers estimés à 1 500 euros par mois. En banque traditionnelle, ça passe pas. Pourquoi? Parce que j'ai ma mensualité de mon nouveau prêt, 1 800 euros. J'ai plus de calcul en différentiel. Et surtout, aujourd'hui, les banques, majoritairement, ne veulent plus rallonger notre durée de prêt. C'est exceptionnellement rare. Donc forcément, là, ça passe pas. Je suis à 52% d'endettement. Si on passe par un regroupement de crédit, eh bien la consolidation patrimoniale, en fait, on va faire quoi? On va finalement faire une seule et unique ligne de prêt qui va intégrer le financement de la résidence principale actuelle qui me restait, le capital restant dû, de la résidence principale qui me restait, et je vais intégrer mon nouveau projet. Le tout lissé donc sur une durée du coup de 25 ans, et je reviens à une mensualité de 2 200 euros. Et donc là, je repasse sur un accord puisque je reste sur un endettement qui correspond aux normes actuelles. Donc, vraiment, la consolidation patrimoniale, alors, j'y mets quand même un bémol. En ce moment, on rencontre des problématiques similaires au taux d'usure. Toutes les banques qui font du regroupement de crédit, sur tout ce qui est hypothécaire, parce que là, on est sur de l'hypothécaire. Elles ont mis un peu les hauts là parce qu'elles ont les mêmes contraintes. Mais très clairement, l'année prochaine, quand ça va se redétendre, ce sont des vraies solutions pour les investisseurs, puisque majoritairement, ils sont quand même déjà propriétaires de leur résidence principale. En règle générale, pour beaucoup, on a en plus de la marge hypothécaire entre leur RP et le moment où ils font leur investissement. Donc, on a des vraies solutions pour aujourd'hui aller capter des investisseurs qui, sur de la banque tradie, ne passent plus. Et alors, dernière solution, donc celle-ci qui est très d'actualité et qui tourne très, très bien chez nous, c'est le crédit hypothécaire. Le crédit hypothécaire, c'est quoi? C'est finalement, j'ai un patrimoine et je vais le rendre liquide. Et aujourd'hui, dans la liquidité que je vais pouvoir récupérer liée à mon patrimoine, je peux tout à fait faire l'acquisition d'un nouveau bien. Donc, clairement, aujourd'hui, la trésorerie, elle va pouvoir servir à l'acquisition d'une résidence locative. Elle va pouvoir également, si je suis en société, permettre un apport au compte courant dans la société et potentiellement, elle va pouvoir aussi permettre pour mes enfants, mes petits-enfants, de les aider, à leur donner le cash nécessaire pour qu'eux puissent aussi faire de l'acquisition. Donc, on peut imaginer plein de choses. Donc là, on travaille avec des partenaires. Comment ils procèdent? Donc, ça ne concerne forcément que des biens qui sont résidents et fiscalement français. Les biens qui seront pris en garantie seront également sur le territoire français, France métropolitaine. Corse, ça fonctionne. Par contre, pas les dom-tom.
Ils vont finalement aller de 30 à 60% de la valeur du bien en fonction de sa localisation, etc. Donc, ils vont pouvoir dégager cette somme. S'il reste un peu de capital restendu sur un des biens, eh ben, c'est un calcul à faire de voir si la marge hypothécaire est suffisante, mais ça peut ne pas poser de problème. Il peut être intégré finalement dans la liquidité qu'on lui transmettra et être remboursé. Forcément, ce ne sont des organismes qui ne prennent que des garanties de premier rang. Donc ça, c'est forcément obligatoire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça s'adresse exclusivement à des biens en pleine propriété. Donc là, attention, c'est vrai que ça, c'est vraiment des informations importantes à avoir. C'est vraiment la constitution du patrimoine existant. Dès lors qu'on est sur du démembrement, ils feront pas abandonner l'usufruit à mamie, par exemple. Donc ça, attention, c'est important. Même si elle est d'accord, éthiquement, ils le feront pas. Donc vraiment attention à ça. Ça peut s'adresser à des gens qui sont aujourd'hui monopropriétaires et qui veulent faire l'acquisition donc d'un bien immobilier, auquel cas, à terme de l'opération, ils deviendront bien multipropriétaires. Donc ça fonctionne. Et on peut faire pas mal de choses. Ça, c'est des solutions qui sont proposées en in fine, qui sont proposées en amortissable, et ce sont des solutions pour lesquelles il n'y a pas de domiciliation bancaire. Ce sont des solutions dont l'assurance est facultative. Donc, pour tous nos quinquas, voire plus seniors qui ont déjà du patrimoine, c'est une vraie aubaine parce que ce sont des solutions où pour la plus importante, on peut aller jusqu'à 95 ans fin de prêt. C'est vraiment une solution pour des gens qui voudraient rapidement reconstituer un patrimoine qui aujourd'hui sont infinançables. Clairement, aller financer aujourd'hui une personne de 60 ans dans une banque traditionnelle, ça ne fonctionne pas. Il est tout de suite à l'usure. Donc là, on a capacité finalement à trouver des solutions alternatives qui permettent, et à des taux qui sont en plus, qui deviennent paradoxalement moins chers que ce que proposent les banques traditionnelles et qui permettent de pouvoir accéder à un patrimoine supplémentaire. Alors, je peux y mettre quand même un petit bémol. Il y a une des solutions pour lesquelles ils ne font pas de VFA. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas faire de déblocage successif. Ça ne les intéresse pas d'aller là-dedans. En revanche, sur des VFA qui sont vraiment à la fin, donc là, ça se regarde, c'est pas impossible. Une des, je dirais, solutions de contournement qu'on peut trouver, c'est notamment si votre client, donc les biens sont en propre, on dégage la liquidité de biens en propre et finalement on fait investir à la place une société, et auquel cas la destination des fonds ne serait pas l'achat d'une VFA, mais serait l'apport en compte courant dans une société qui après, elle, ferait l'achat de la VFA. Voilà, on peut comme ça un peu trouver des solutions de contournement. Bon, et ça ne concerne qu'un partenaire. L'autre n'a pas de problème sur la VFA. Mais je vous le dis parce que ça soit pas comment dire, je vous fasse pas non plus de fausses promesses sur le sujet. Alors, Anthony demande s'il y a des solutions pour lever de la dette pour des clients qui ont déjà un patrimoine financier de type assurance vie. Alors ouais, c'est une bonne question. À ma connaissance, non, aujourd'hui, on n'a pas ce type de client. Alors après, il y a quand même un partenaire qui peut être OK d'avoir en caution effectivement un nantissement de contrat à défaut de patrimoine IMO. D'accord, donc c'est possible. Ça peut se regarder, ouais. Ok. Donc là, on a quand même, tu nous as présenté des solutions qui sont incroyables, parce que ça, il y en a une qui répond au taux d'usure via la SCI. Tu peux aussi, pour ceux qui ont des crédits en cours, utiliser
l'optimisation patrimoniale. Comment tu l'as appelé? La consolidation patrimoniale. Consolidation patrimoniale. L'optimisation, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais. Et donc la consolidation patrimoniale. Et enfin, sur les problématiques d'âge, je dirais, et d'assurance de prêt avec le crédit hypothécaire. Donc on est quand même dans plusieurs cas qui a priori sont pas finançables, où on trouve des solutions. Alors avec parfois des dispositifs juridiques à mettre en place. Oui. Mais qui sont pas si lourds que ça. Hein. On est sur du standard hein, quand même. On n'est pas en train de montrer des holdings complexes et on n'est pas en train de faire de l'optimisation fiscale dans d'autres pays. On est vraiment sur l'utilisation d'outils très usités, je dirais, dans l'investissement immobilier. Donc ouais, pensez-y si jamais vous avez des clients où vous voyez que le profil est compliqué à passer en banque classique. Il y a ces solutions-là. Si vous n'avez pas tout maîtrisé, parce que c'est quand même pas trivial, hein, évidemment que nous et notre partenaire au financier, on est là pour vous accompagner et puis pour faire aboutir ces solutions avec vos clients et porter la complexité qu'il y a à digérer et à expliquer aux clients. Donc ça aussi, évidemment, on peut intervenir pour ça. Oui, oui, tout à fait. Hein. Donc, moi, je me tiens bien sûr à disposition de chacun si besoin. Et puis nos équipes, elles sont là aussi. Et après, c'est leur job. Hein. Donc, finalement, de reprendre la main ou de le faire ensemble et d'accompagner ensemble le client. Une des dernières pistes, forcément, pour être moins impacté au taux d'usure, ça reste quand même l'assurance emprunteur, ne le négligeons pas, même si effectivement, nous n'en font pas une communication très forte parce que derrière nous, il faut aussi qu'on préserve nos partenaires bancaires. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre, si je puis dire, l'assurance. Toutefois, on n'a aucun problème pour faire de l'assurance emprunteur pour des clients que l'on ne finance pas ou même pour... forcément, en ce moment, on le propose un peu plus, mais ça, c'est vraiment lié aux relations qu'on peut avoir avec nos partenaires et de trouver des solutions. Donc, on a la capacité, effectivement, de faire de l'assurance emprunteur. La loi Lemoine, elle permet de favoriser aussi ça, de pouvoir faire baisser en termes de coûts l'assurance, parce que depuis le 1er septembre, à tout moment, on peut changer aujourd'hui d'assurance de prêt sans frais. La suppression aussi du questionnaire médical à moins de 200 000 par emprunteur. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui permet aussi d'aider pas mal, notamment les accédants et les investisseurs. Sur l'assurance, toujours, alors nous, on propose également, là, on est plus dans le conseil, mais ce qu'on appelle le complément de quotité. Donc là, finalement, ça peut être un bon compromis quand avec une banque, on veut laisser quand même la banque faire son assurance. Donc, on couvre à 100%, par exemple, pour monsieur, madame. Mais c'est vrai que dans le conseil qu'on peut faire aux clients, il serait intéressant que les deux soient finalement couverts à 100%, plutôt que de mettre 200% à la banque avec une explosion souvent malheureusement de coûts pour des assurances qui sont bonnes, hein, c'est pas le problème, mais voilà, avec un coût qui souvent est lourd à porter, histoire de finalement convenir au plus grand nombre, on procède à l'assurance à 100% auprès de la banque et le complément, les 100 autres pourcents, on fait une délégation d'assurance. Donc, l'avantage de la délégation d'assurance qu'on fera en complément, déjà, c'est que c'est forcément pas intégré dans le taux d'usure, hein, puisque la banque, elle reste sur ses 100%. Mais là, on va vraiment agir comme une espèce de prévoyance pour les emprunteurs, puisqu'à la différence de l'assurance de la banque qui, en cas de défaut de l'un des deux, c'est pas du défaut, pardon, mais en cas de malheureusement de décès, d'invalidité, etc., de l'un des deux,
Donc, c'est l'assurance qui va rembourser la banque en fonction de la quotité pour laquelle la personne sera assurée. Là, avec le complément de quotité, le capital, il est transmis soit à la personne survivante, soit à la personne invalide, et lui transmis directement. Et là, la personne a le choix, finalement, de soit rembourser la totalité auprès de la banque ou de garder ce capital pour d'autres choses, parce que finalement, elle peut quand même continuer de payer sa part, la part restante de prêt. Parce que malheureusement, quand on se retrouve seul avec des enfants, le coût de la vie, il reste le même, les études à payer des enfants, etc. Donc, voilà, ça fait partie des solutions qui peuvent être intéressantes aussi à proposer et qui peuvent limiter finalement les frais pour encore une fois, des accédants ou des investisseurs qui veulent aussi se protéger leur famille en cas d'accident important. Bon, pour finir, pourquoi faire appel à un courtier? Déjà parce qu'on peut intervenir sur plein de branches différentes. On fait bien sûr du crédit IMO, mais on l'a vu, on fait de la consolidation patrimoniale, de l'assurance, du pro, on délivre aussi potentiellement des bilans patrimoniaux. Nous ne sommes pas passifs, je le dis en revanche. Et on propose aussi du crédit conso, bien entendu, plus que jamais dans des conditions qui se tendent. L'appel à un courtier a vraiment son importance. Dans des situations de remontée des taux, ça va tellement vite que le client tout seul, il n'a pas le temps de faire deux banques, que son projet, il a déjà pris 0,20, 0,30, 0,40. Donc, nous, on a vraiment la vision globale de ce qui se passe sur le marché. Encore une fois, la volumétrie des dossiers qu'on amène en banque nous permettent de pouvoir faire passer des dossiers qui ne passeraient pas forcément aujourd'hui au vu de nos relations qu'on peut avoir. Et puis, c'est aussi rassurer le client à un moment qui est toujours un peu anxiogène pour lui. Et donc, on est fiers de pouvoir effectivement être un courtier qui se veut avec des valeurs, vous voyez, voilà, de proximité. On est présent partout en France et de qualité. Voilà, on a été élu meilleure enseigne en 2022. On l'est à nouveau pour 2023 et on a beaucoup d'avis sur les réseaux qui montrent et qui valident finalement cette récompense de meilleure enseigne. Pour votre information, donc nous, on travaille essentiellement en B2B. Il faut savoir que plus de la moitié des clients que nous finançons nous sont apportés par un professionnel de l'immobilier. Donc, c'est vraiment dans notre ADN. Et l'autre partie, la majorité, près de 40%, est liée à de la recommandation. Donc, ce sont vraiment des valeurs que nous défendons de façon à apporter le meilleur accompagnement possible à vos clients. Merci Isabelle. Je pense que la richesse des solutions que tu as présentées, que je pense la plupart d'entre vous ne connaissaient pas forcément bien, montre que l'expertise qu'il y a dans vous financer. Et donc, c'est essentiel pour faire passer des dossiers qui peuvent être compliqués. Peut-être une ou deux dernières questions avant qu'on se quitte. Aude demande s'il y a des solutions pour financer les RP avec des profils atypiques. Alors, qu'est-ce que profil atypique du coup? Parce que aujourd'hui, c'est vrai que, alors je vais mettre un peu de côté là le contexte un peu vraiment exceptionnel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand un client vient nous voir, l'avantage de venir nous voir en amont, c'est que sur le papier, si on voit que le client il n'est pas finançable à l'instant T, ça ne veut pas dire qu'on lui dit au revoir. C'est-à-dire qu'on va regarder tout ce qu'il est possible de faire avec lui pour préparer finalement son dossier de la meilleure manière. Alors peut-être que ça ne se fera pas à l'instant T, par contre de le préparer pour que dans 3 ou 6 mois, le dossier et le client ils soient prêts à pouvoir accéder dans les meilleures conditions à la propriété. Donc ça, c'est vraiment important parce que les clients viennent nous voir en amont
d'autant plus si le profil est un peu atypique, parce que on va pouvoir faire en sorte, peut-être qu'il y a un rack à faire avant. On parle de ça, mais pour le coup, je suis locataire, j'ai déjà 2, 3 consos, je suis bloquée. J'ai de l'épargne, il va me servir à rembourser mes consos, mais du coup, j'ai plus d'épargne pour l'apport que la banque va me demander. Donc voilà, donc dans tous les cas, je suis coincée. Donc comment on prépare ce dossier? Des fois, ça peut être des relevés de compte. Le client, il gagne bien sa vie, il fait pas attention, il regarde pas ses comptes. Et puis, il s'est pris 2, 3 commissions. Voilà, comment on va travailler avec lui pour l'amélioration de ses comptes pour que finalement, on envoie un dossier dont on sait que il va sortir. Hein, donc, vraiment, c'est ça. Et si besoin, de recalculer la bonne enveloppe aussi en fonction du profil. Donc, c'est ça qui est important. C'est vraiment important. Ouais. Ok, une question de Suzy aussi sur le crédit relais, donc pour les résidences principales qui deviennent compliquées. Est-ce que tu as des solutions alternatives à proposer si un crédit relais n'est pas accessible? Alors aujourd'hui, on a un partenaire qui fait du pré-relais sec sur 5 ans. Donc voilà, ça s'adresse un peu plus encore une fois à des seniors. Sur du relais pur aujourd'hui, non, j'avoue, là, en ce moment, c'est hyper compliqué. Ok. Malheureusement, j'ai pas de miracle là. Merci beaucoup. Donc vous voyez, il y a plein de pistes intéressantes dans des cas compliqués pour l'investissement locatif. Donc c'est Alors, à explorer. je pense quand même à quelque chose. Sur le Ah, pré-relais, vas-y. bien le crédit hypothécaire, mais il faut que le client il ait déjà au moins 2 biens. C'est-à-dire que potentiellement, on peut libérer du cash d'un bien libérer du cash d'un bien plus finalement prendre aussi en quotité une partie du bien que la personne achètera. Ça, on peut le faire en in fine, mais ça sous-entend que les biens qu'on prenne en garantie ne soient pas les biens qui soient la sortie du in fine. Donc, ça veut dire que potentiellement, il faut avoir un autre bien. Donc ça se regarde encore, mais bon, ça s'adresse quand même à des gens qui forcément ont déjà un peu du patrimoine Ouais. plutôt constitué sans trop de capital restendu. Donc bon, il y a des choses à regarder, mais voilà, on est dans de l'atypique atypique encore. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à tous et Merci on vous dit à à bientôt. tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.